Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MLB de The Free Agent. Aujourd'hui, je serai tout seul pour vous parler un petit peu de baseball. J'espère que ça vous paraîtra pas trop long d'avoir une seule voix pendant tout cet épisode. On va aborder pas mal de sujets aujourd'hui. On va faire un petit tour d'abord de l'actualité en 3 points sur la semaine un petit peu écoulée. Il y a eu des performances notables, notamment une hier soir qui est sujet à controverse. Et puis, on fera un gros focus sur la série du moment, la série qui a passionné encore toute l'Amérique ce week-end en baseball, la nouvelle rivalité qui est en train de naître en MLB entre les Dodgers et les Padres. Mais tout de suite, on commence avec un petit tour de l'actualité. Et puis, dans la course au Cy Young, donc le titre de meilleur lanceur de la Ligue, il y a un joueur qui va se dégager parmi les possibles vainqueurs. Il s'agit du lanceur des Mets, Jacob deGrom. Le lanceur des Mets a encore été impeccable sur le monticule lors de sa dernière sortie. Il a réalisé un match complet. Il a lancé les 9 manches. Il a seulement concédé 2 coups sûrs. Il n'a pas concédé de points, mais surtout, et c'est là où on arrive à une performance assez incroyable, il a éliminé 15 joueurs. 15 joueurs au marbre. Record en carrière, déjà. Mais si on prend sur toute la saison 2021, deGrom est absolument imprenable sur le marbre. En 29 manches lancées, il a compilé 0,31 points mérités concédés de moyenne, donc l'ERA. Un seul point, ça veut dire un seul point concédé sur 29 manches lancées. C'est absolument incroyable. Il est en moyenne sur, si on lisse le nombre d'éliminations au marbre sur 9 manches, il est à 15,52. Il ne concède que 0,62 home run par 9 manches lancées, 0,93 buts sur balle sur 9 manches lancées, et summum, il est à 1,80 de WAR. La WAR, c'est la Win Above Replacement, qui veut dire le nombre de victoires que vous allez apporter à l'équipe si elle vous choisit plutôt qu'un autre. Toutes ces statistiques sont à retrouver bien sûr sur Fangraph. Mais en tout, Jacob deGrom, c'est déjà 50 éliminations au marbre totalisées. C'est absolument fantastique. Enfin, il est au-dessus des étoiles, il est au-dessus des nuages. Il survole complètement les autres lanceurs cette saison. C'est tout simplement hors norme, ça c'est clair. C'est sans doute le meilleur lanceur actuellement. Il a une vitesse dans ses lancers qui lui permet d'atteindre ce genre de statistiques avec une balle rapide qui monte à quasiment 99 miles à l'heure. Donc on se rapproche des 160 km/h. Sa slider est à 92 miles à l'heure et sa change-up à 91 miles à l'heure. Donc, il a aussi toute une panoplie de lancers extrêmement rapides, déjà au bout de 4 matchs lancés, dont son dernier match était le premier match complet lancé sur cette saison. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à la performance de deGrom? C'est 3 matchs de suite à au moins 14 éliminations au marbre, alors qu'il en totalisait, attention, seulement 3 dans toute sa carrière. Donc le mec, en 3 matchs de suite, il a fait aussi bien que sur toute sa carrière. Et parmi les grands noms, parce que là, Jacob deGrom va rejoindre un sacré panthéon des lanceurs en MLB. Il va rejoindre Nolan Ryan, Martinez et Randy Johnson parmi les lanceurs qui ont réalisé le plus d'éliminations au marbre sur 3 matchs consécutifs en une saison régulière. Nolan Ryan, c'était 47, Martinez, c'était 46,
et Randy Johnson, 45. Donc c'est absolument, ça vous place un petit peu le bonhomme en termes de lanceur sur l'histoire de la MLB. C'est juste fantastique. Et puis pour terminer, pour passer au deuxième point, en plus il est bon au bâton. Il est à 54,5% de moyenne au bâton, donc en plus il est capable de frapper. C'est absolument, absolument fantastique. Le deuxième point, alors c'est une belle histoire qui vient de se terminer hier soir, mais les A's d'Oakland, après un départ mais catastrophique avec 6 défaites consécutives, bah on a enchaîné 13. Ils se sont dit, bah tiens, maintenant c'est bon, on a fini de rigoler, on y va. 13 victoires consécutives et ils ont perdu hier face aux Orioles qui ont réussi à mettre fin à cette superbe série de victoires. Euh, Bravo Auckland, c'était franchement pas gagné après les premiers matchs. Ça prouve aussi qu'une saison c'est long, qu'il ne faut pas commencer à condamner des équipes parce qu'on en voit, on lit plein d'articles, vous avez sans doute pu lire ça sur les médias américains, des équipes qui étaient enterrées déjà au bout de 4-5 matchs en disant ça va être une saison cauchemardesque. Et là, je pense aux A's, je pense aux Red Sox, et qui derrière ont fait des séries absolument fantastiques pour arriver à ce niveau de jeu. Et à mon avis, il va falloir compter sur les A's cette saison. Là, on va voir un petit peu leur capacité de réaction après 13 victoires consécutives. C'est pas évident parce que chaque match, il faut se remotiver, il faut réussir à retrouver bah, la motivation et de se dire bon bah allez on continue et il y a cette série à continuer. Donc c'est vraiment c'était une performance notable et on voulait en parler. Bravo Auckland. Et on compte sur vous cette saison. À mon avis, il faudra compter sur vous. Et puis, le troisième point, il est intervenu hier, donc c'est vraiment tout frais. Madison Bumgarner, des Diamondbacks de l'Arizona, pardon, qui a réalisé. Il joue un double-header hier, les, euh, les D-backs face aux Braves. Et Baumgartner a fait 7 manches, puisque vous le savez, les double-headers se jouent en 7 manches. Madison Baumgartner a réalisé une performance exceptionnelle, avec aucun point concédé. Il a lancé normalement ce qu'on doit appeler un no-hitter. Le problème, c'est qu'il n'a pas lancé pendant 9 manches, mais pendant seulement 7, puisque le double-header ne se jouait qu'en 7 manches. Alors selon la MLB, un no-hitter, donc un lanceur qui réussit à ne pas concéder le moindre coup sûr durant toute une rencontre, doit durer au minimum 9 manches. C'est ce que dit la MLB. C'est ce qui est écrit dans les règles de la MLB depuis 1991, quand le commissaire de l'époque, Fay Vincent, avait décidé, il avait tranché, il avait dit un no-hitter, c'est sur 9 manches, c'est pas en dessous. Baumgartner a fait quoi hier soir? Bah, il a quand même fait un no-hitter. Et c'est ça un petit peu la controverse, c'est que la commission va juste dire que c'était un accomplissement notable, un fait de jeu important, mais ne qualifiera jamais la prestation de Baumgartner comme un no-hitter. Il aurait dû devenir le troisième no-hitter de cette saison régulière, mais au final, ce ne sera pas le cas. Donc, il y a toute une polémique qui est en train de naître pour justement faire changer cette règle et de faire en sorte que un lanceur qui lance durant un match complet, que ce soit lors d'un double-header et donc de 7 manches, ou un match complet normal en 9 manches, puisse être attribué d'un no-hitter si jamais il arrive à faire une telle performance. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux votre ressenti par rapport à Baumgartner. Pardon. Est-ce que pour vous c'était un no-hitter ou non? On attend vos réactions
sur Twitter, sur Facebook. On attend ces réactions. Voilà pour le petit tour, pour les trois infos qu'on voulait partager et qu'on voulait approfondir un petit peu avec vous sur cette semaine incroyable de baseball. Il y en a une qu'on n'a pas dite, mais la MLB cartonne en termes d'audience. C'est extraordinaire aux États-Unis. Tout le monde pensait que le baseball la MLB était une ligue qui était en train de mourir. Eh bien non, les audiences télé sont plus que jamais à la hausse et on bat même des records sur les premières semaines de compétition. C'est génial. Et c'est sans doute tracté, je dois le dire, peut-être par une nouvelle rivalité qui est en train de naître sous nos yeux. Je ne veux pas vous spoiler ce qui s'est passé ce week-end et surtout pas le match de hier soir, puisqu'il est à retrouver dès ce soir sur beIN Sport en différé. Entre les Dodgers et les Padres, la troisième manche de cette deuxième série. Mais clairement, on assiste à la naissance d'une rivalité. On assiste à quelque chose d'incroyable entre deux franchises qui n'étaient pas forcément censées devenir rivales si on regarde les années précédentes. Mais avec l'intersaison que les Padres ont réalisée en faisant venir Yu Darvish, Blake Snell, entre autres, dans l'effectif et sur le monticule, on a très vite compris que les Padres avaient qu'une envie, c'était d'aller faire tomber les Dodgers. Ils sont présents dans la même division et ils ont vraiment qu'une envie, c'est que la domination de la franchise de Los Angeles s'arrête cette année. Après 9 années consécutives à remporter le titre de division, les Padres arrivent pour mettre un stop à cette domination. Et cette série est en train de prendre une tournure absolument fantastique. C'est génial pour la MLB, c'est génial pour les fans, c'est génial pour vous si vous débutez dans le baseball et que vous avez envie de regarder des matchs et d'essayer de comprendre et de vous imprégner de l'atmosphère, de la culture et de ce qu'est le baseball. Regardez les séries entre les Dodgers et les Padres. Malheureusement, ces deux franchises ne se rencontreront pas avant le mois de juin. Saison de 162 matchs oblige, la rotation avec les autres équipes est en route. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que les Dodgers et les Padres se sont rencontrés 7 fois en 10 jours. Les Padres ont gagné 4 matchs. La dernière, attention spoiler, hier soir en 11 manches au Dodger Stadium. Et les Dodgers en ont gagné 3. Les Padres, si on continue sur les statistiques, les Padres ont inscrit 32 points quand les Dodgers en ont inscrit 30. Pourtant, ce sont les Dodgers qui ont le meilleur bilan actuellement de la MLB avec 15 victoires et 7 défaites. Mais pour les Padres, c'était pas vraiment quelque chose sur lequel ils avaient envie de s'attarder. L'un des lanceurs de San Diego, qui a lancé hier soir, Joe Musgrove, a dit que toute cette série serait comme ça toute l'année. Parce que justement, c'était l'équipe qu'il s'attendait à retrouver à la fin de la saison, à la fin de la saison régulière et pour les playoffs. On doit tous effectivement se réjouir parce que ce sont deux équipes qui ont deux effectifs All-Star. Ce sont deux super teams, comme on aime bien dire dans les sports US. Sur le monticule, on a d'un côté Yu Darvish, Blake Snell, Joe Musgrove, de l'autre côté Dustin May, Clayton Kershaw, Trevor Bauer. On reparlera de Trevor Bauer un petit peu plus tard dans ce focus, mais déjà rien que sur le monticule, on a déjà un nombre de vainqueurs du Cy Young ou de vainqueurs potentiels incroyable. Et puis ça continue, ça se poursuit dans l'alignement offensif sur les joueurs de champ. Fernando Tatis Jr., Manny Machado,
Et de l'autre côté, vous allez avoir un Cody Bellinger, vous allez avoir un Mookie Betts. Vraiment, ces deux équipes sont taillées pour aller chercher le titre. D'ailleurs, les Dodgers sont favoris à leur propre succession, d'autant plus que si on regarde les premières semaines de compétition, les Yankees, qui étaient les deuxièmes favoris, ne sont pas vraiment là où on les attendait. Mais les Dodgers devraient peut-être sans doute regarder du côté de San Diego pour voir un concurrent très sérieux et une équipe qui devrait pouvoir leur barrer la route en fin de saison pour aller chercher un back-to-back qui ne s'est pas vu depuis plusieurs années. On le disait, ces deux équipes ont des joueurs absolument incroyables. La rivalité est en train de naître sur le terrain parce que, voilà, comme on a donné les statistiques un petit peu avant, les Padres ont gagné 4 matchs sur les 7. Les Dodgers ont été battus même au nombre de points inscrits. Et ça se poursuit même en dehors du terrain. Dimanche matin, Trevor Bauer dimanche matin aux États-Unis, bien entendu, Trevor Bauer et Fernando Tatis Jr. ont échangé une petite passe d'armes sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter, où on voit où Trevor Bauer dit à Fernando Tatis Jr. que la prochaine fois, s'il veut connaître le prochain lancé, il n'avait qu'à lui demander lui-même et il n'avait pas peur de ça. Pourquoi? Parce que Trevor Bauer pense que Fernando Tatis Jr. aurait regardé les signaux du receveur des Dodgers pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il allait lancer sur son deuxième home run. Donc, la polémique commence. Fernando Tatis Jr. va répondre avec une photo, avec un montage où on le voit tenant un enfant dont la tête a été remplacée par celle de Trevor Bauer, avec la mention en espagnol Tranquilo, hijo, donc tranquille mon gars, ça va aller. Et Trevor Bauer n'est pas en reste, va de nouveau répondre à Fernando Tatis Jr. en disant qu'avec Manny Machado, il faisait un très bon couple sur et en dehors du terrain. Donc cette rivalité, elle est en train de se dessiner à la fois sur le terrain, en dehors entre les joueurs, et donc les supporters vont aussi s'y mettre parce que ils vont s'engouffrer. Ils vont s'engouffrer dans cette opportunité de pouvoir donner du piment aux futures rencontres. Et le mois de juin, je pense qu'au mois de juin, la prochaine série qui sera en toute logique au Petco Park, mais à revérifier, au Petco Park de San Diego, risque d'être plutôt salée. Fernando Tatis Jr., même sur le terrain, avait sur son deuxième home run face à Trevor Bauer, l'avait moqué en se couvrant un œil, faisant rappel à Trevor Bauer qui, pendant le spring training, avait lancé avec un œil fermé notamment. En plus, si on doit être enthousiaste à l'idée d'une nouvelle rivalité et d'une série entre les Padres et les Dodgers qui pourrait encore monter dans l'excitation et dans la pression, les deux équipes étaient un petit peu diminuées en plus. Elles faisaient face à quelques blessures. Donc en plus, avec des blessures, les deux équipes nous ont livré des séries absolument fantastiques. Les Padres attendent le retour notamment de leur receveur Austin Nola, qui s'était cassé un doigt, mais aussi de leur lanceur Dinelson Lamet, qui s'était blessé à l'épaule droite. Les Dodgers, quant à eux, ont passé quelques semaines sans le MVP de la National League de 2019, Cody Bellinger. Ils étaient aussi sans le deuxième base Gavin Lux ou leur nouveau utility man, utility player comme ils appellent aux États-Unis, Zach McKinstry. Donc la profondeur de l'effectif est aussi sans doute peut-être un petit peu quand même en faveur des Dodgers sur des séries
plus long terme avec toutes, bien entendu, les forces en présence. Mais nul doute que à 100%, ces deux équipes vont offrir un spectacle absolument fantastique le 21 juin prochain. On vous invite à mettre une petite croix sur votre calendrier, à le noter sur vos téléphones ou je ne sais pas, mettre des rappels. Mais le 21 juin prochain, la série recommence et, euh, et ce sera vraiment sans doute fantastique. Les Dodgers préféreraient sans doute que leurs petits voisins, parce que San Diego et Los Angeles, c'est vraiment pas loin, ils préféraient que leurs voisins du Sud n'atteignent pas leur potentiel, n'atteignent pas le potentiel qui leur est destiné, parce qu'ils veulent rester, et c'est tout à fait logique, ils veulent rester la meilleure équipe dans ce sport et s'installer peut-être comme une dynastie. Mais San Diego est en train de prouver aussi qu'il faisait partie on va dire, du peu d'équipes au final qui peuvent rentrer dans cette conversation, qui peuvent tenir tête, qui peuvent rentrer sur un terrain et regarder les Dodgers droit dans les yeux et leur dire on peut vous battre, on en est capable, on a l'effectif pour, on a l'envie de le faire. Et nul doute qu'on les retrouvera très très loin en série éliminatoire au mois de septembre-octobre. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous rappelle, ce soir, donc si vous écoutez ce podcast avant la soirée qui est prévue sur Beansport, vous pourrez aussi le regarder en replay par la suite. Je vous invite à regarder les 3 séries les 3 matchs qui ont eu lieu tout ce week-end entre les Dodgers et les Padres. Merci à vous de nous avoir écoutés à nouveau. Merci, vous êtes toujours plus nombreux à écouter nos différents podcasts, que ce soit en MLB, en NFL, en NBA et en NHL. On revient très vite avec un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à vous encore de nous avoir écoutés. À très vite.